Justement. Voilà un Alors, exemple. quels sont vos rapports? Bon, là, je fais 2 heures, par exemple, pour dire que je lance l'université populaire sous une nouvelle formule. Vous le soutenez Mais pas? bien sûr que non, je le défends pas. Mais c'est pas compliqué, tout ça était en direct et c'est susceptible d'être revu. Je n'ai rien coupé, je n'ai rien taillé. Tout le monde peut aller voir ce que je dis. Donc c'est facile de dire, il dit ceci, puis après il dit autre chose, puis il rétropédale. C'est pas vrai. On peut regarder et je redis ce que j'ai dit. J'ai dit que ça fait des années qu'on me fout des Asseliniens dans les assemblées de mes conférences pour me poser la question à chaque fois. Qu'en pensez-vous? Je dis, mais j'en sais rien, je sais pas. Alors, vous savez quoi? Ce que je vous propose, Michel Onfray, on va faire une petite pause et puis on va revenir et on va en reparler. Juste avant de s'interrompre, on parlait de cette micro-polémique, parce que finalement, tout est matière à polémique de nos jours. François Asselineau, Michel Onfray, vous le soutenez ou vous le soutenez pas finalement? Je ne le soutiens pas. Je redis ce que j'ai dit. J'ai dit que ces analyses critiques de l'Europe de Maastricht étaient justes, bien faites, techniques, informées, chiffrées, et qu'il était convaincant quand il faisait la critique de l'Europe maastrichtienne. Point, à la ligne, stop, voilà. Donc comment se fait-il qu'il l'ait pris pour un soutien? Il a intérêt, lui. Je dirais, il a fait le buzz avec ça dans la foulée pendant 3 jours. Donc je comprends bien que lui ait dit Michel Onfray nous soutient, Michel Onfray nous rejoint, Michel Onfray est avec nous. Et c'était formidable pour France Inter, pour l'Obs et pour tous ces gens-là de dire regardez, il est passé du côté obscur de la force. D'accord, très bien, mais je dis, moi j'ai fait 2 heures pour expliquer pourquoi je recommençais l'université populaire nomade, après avoir été viré de France Culture par Macron. On va en parler, voilà. Ah oui, quand même, mais ça c'est pas une info. C'est-à-dire, je me fais virer de France Culture après 12 années de bons et loyaux services, 1 million de podcasts l'été, ça c'est pas une info. Quoi, par Macron? On sait qu'il est derrière cette émission. Écoutez, c'était juste après un texte que j'ai fait sur les fameux doigts d'honneur et je l'ai fait savoir au éclair à plusieurs reprises et publiquement. Personne n'a encore porté plainte contre moi. Donc demandez à Sandrine Trainer, qui est la patronne de France Culture, elle ne m'a pas appelé personnellement. Elle a fait un mail à mon éditeur sonore qui m'a appris que j'étais viré de France Culture de cette manière-là. Je demande juste qu'on me donne des explications. Tu penses réellement, comme de plus en plus de gens, que la liberté d'expression en France commence à être de plus en plus verrouillée? On est bien d'accord. Bien sûr. C'est-à-dire, on me vire du service public et sur le service public, on n'invite plus que des gens qui défendent l'idée le politiquement correct de Macron. Donc je lance cette université populaire. Ça n'est pas une information. Zéro. Personne n'a dit Onfray redémarre une université populaire parce qu'il s'est fait virer à Caen, parce qu'il s'est fait virer, etc., etc. J'ai raconté ça, je vais pas revenir là-dessus. Mais d'un seul coup, on dit mais ça y est, il est passé chez Asselineau. Mais évidemment, Asselineau lui fait le truc en disant Onfray est chez nous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quand Raël m'a nommé prêtre honoraire? C'est pareil. France Inter a estimé que c'était une information pour le journal du soir. Quand j'ai fait pendant 8 jours au Zénith de Caen, 7 jours, 2 conférences par jour, 1000 personnes, voire 1200 personnes le matin, 1200 personnes l'après-midi, 14 fois de suite sur 7 jours, ça n'a pas fait une information à France Inter, évidemment, mais nulle part ailleurs. En revanche, qu'Asselineau dise que je le soutenais, alors ça devenait une information. Personne ne m'a appelé, moi, pour me dire, mais c'est quoi votre position là-dessus? Personne. C'est juste l'agence France Presse qui m'a dit, mais alors c'est quoi, c'est vrai, plus des gens qui m'ont dit, ah bon, alors vraiment, vous pouvez... Je dis, non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, son analyse critique de l'Europe de Maastricht est fondée, et je le redis. Sa proposition de Frexit est extrêmement intéressante, et je le redis, point à la ligne. Maintenant, on s'arrête. Je ne suis pas un défenseur de ce monsieur, et je n'ai pas pris parti pour ce monsieur. Bonsoir. Alors, comme vous voyez, monsieur Onfray a encore frappé. Il est revenu sur cette affaire avec l'UPR où il s'est ridiculisé en retournant sa veste en 24 heures. Et il dit même que vous pouvez aller voir la vidéo originale sur ce qu'il dit. C'est ce que je vous conseille. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma vidéo où j'ai mis les deux en parallèle, qui s'appelle Onfray, l'imposteur philosophe encore frappé, où je vous conseille aussi la très bonne vidéo de Salim Laibi sur le même sujet. Vraiment, c'est une très bonne vidéo. Il reprend vraiment tous les points. Et voilà, que dire, monsieur Onfray, vous êtes vraiment un gros caca. J'ai pas d'autres mots. Vous faites pitié, vous êtes lamentable. Et je ne dis pas non plus bravo à monsieur Pasco, qui, présent sur le plateau, n'a pas réagi, juste pour dire alors, la liberté d'expression. C'est quand même d'un ridicule assez affligeant. Et le pire, c'est qu'on voit des gens continuer à vous applaudir, mais on va leur laisser le bénéfice du doute. Ils n'ont pas dû suivre cette affaire ni le voir. Mais j'invite tout le monde à leur faire voir parce que il commence à y en avoir marre de ces philosophes à 2 balles. Et comme il m'a énervé, je me permets 2 petites crottes de nez dans la foulée pour m'amuser. Allez, bonne soirée à tous.
pour les Gilets jaunes, du moins pour l'image médiatique des Gilets jaunes. Mais leur revendication, elle est toujours légitime. Est-ce que tu penses pas plutôt que le début de la fin, c'est quand M. Macron a repris les choses en main et qu'il a organisé la répression et la déformation de ce qui se passait? Les Mélenchon, ça, pour moi, c'est des broutilles dans les Gilets jaunes. J'ai plutôt l'impression que Macron a organisé la peur, la répression, la manipulation médiatique. Et je pense que c'est ton avis aussi là-dessus. Oui, tu as raison, mais ça se mélange. Oui. Il y a le grand mépris de Macron. Mais je donne pas d'importance à Mélenchon, moi. Je ne m'adresse pas à eux. Ils n'existent pas. C'est rien du tout. C'est peanuts, etc. Puis à un moment donné, il prend la parole. Deuxième temps d'une stratégie. Hein. Ce sont tous des homophobes, ce sont tous des antisémites, ce sont tous des fascistes, ce sont tous des racistes. On trouve, évidemment, quand vous bloquez les ronds-points, il y a toujours des gens énervés parce qu'ils emmènent les gamins à l'école, parce qu'ils sont bloqués, qu'ils ont des courses dans la voiture, parce qu'ils vont au boulot, ils vont être en retard ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui commencent à râler, on a bu peut-être un petit coup sur le rond-point, donc on commence à s'énerver, on dit ta gueule, connard, etc. On dit, vous avez vu ? Ils sont grossiers. Vous avez vu comment ils s'expriment? Il y a une beurette qui dit la même chose en disant j'en ai marre, ta gueule, rentre chez toi. Paf, on a filmé le truc, ils sont tous racistes, etc. etc. On veut pas d'Alain Minc, on veut pas de BHL, ils sont tous antisémites. Donc effectivement, ils sont très malins, ils ont communiqué là-dessus, donc grand silence. Après il a essayé de s'en tirer ensuite sur son site internet avec un long texte dans lequel il mélange absolument tout, car il n'arrive pas à assumer sa volte-face. Son retournement de veste pathétique, étant donné les réactions extrêmement violentes sur les réseaux sociaux, est spectaculaire. Hein, c'est vraiment c'est choquant. C'est d'ailleurs dans ce texte assez long sur son site, texte vraiment confus, qu'il va accuser François Asselineau d'antisémitisme. Deuxième temps d'une stratégie. Hein. Ce sont tous des homophobes, ce sont tous des antisémites, ce sont tous des fascistes, ce sont tous des racistes. Michel Onfray, qui s'est en seulement 24 heures ridiculisé à un point difficilement imaginable, c'est un véritable suicide intellectuel. Rappelons également qu'un écrivain avait édité un livre afin de critiquer les travaux de Michel Onfray et qu'il s'était présenté à une conférence de ce dernier. Notre philosophe national avait refusé de participer au débat, il les avait menacés de partir si la personne, monsieur Michel Parère, restait, quoi. Tout en exposant des excuses de collégien sans queue ni tête. Il avait osé expliquer que sa femme était malade, hors sujet, que l'auteur est un jaloux, hors sujet, qu'il est envieux, pareil. C'est horrible. Franchement, c'est pas digne d'un intellectuel. Nous sommes, comme vous l'avez compris, non plus face à un penseur, mais face à un ego démesuré, une fabrication médiatique, une diva de la philosophie qui ne supporte pas la contradiction et qui d'ailleurs passe son temps à distribuer les bons points et les mauvais points, pratiquer justement la moraline. Pour Yann Arthus Bertrand, Greta Thunberg a entièrement raison et ses détracteurs dont vous feriez partie sont un paquet de vieux cons, je cite. Vous le considérez comme un vieux con ? Il est un peu plus vieux que moi, donc il fait partie des vieux cons aussi, mais c'est pas intéressant l'insulte. La question est, est-ce que les adultes peuvent aujourd'hui prendre des leçons des collégiens ? Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il est légitime que l'université de Mons, en Belgique, puisse décerner son titre de docteur honoris causa à une jeune fille qui fait la grève de l'école et qui a 16 ans et qui nous dit la science quand elle s'exprime? Moi, je n'ai rien contre Greta Thunberg, je dis juste que quelqu'un qui a 16 ans a la prétention de dire qu'elle est la science mérite des débats contradictoires. Elle dit qu'on lui a volé son enfance. Oui, on peut la lui rendre, et puis il n'y a aucun problème, il suffit qu'elle retourne à l'école, et puis... En sachant quand même, et tu t'es bien placé pour le savoir, qu'il faut quand même quelque part, pour arriver à bouger le curseur aujourd'hui, créer ce qu'on appelle des cassures médiatiques, et qu'à partir du moment où elle crée une cassure médiatique, on s'y intéresse, donc on se pose la question sur le problème, et même si quelque part, je peux être un petit peu en partie d'accord avec ce que tu dis, le fait qu'elle pose le problème et qu'on ouvre le débat grâce à elle, je pense que c'est quand même intéressant. Je suis tellement d'accord avec toi que ce à quoi j'aspire, c'est un débat, pas des insultes. Ma compagne a un cancer avec métastase. Je pourrais être avec elle, je devrais être avec elle. Je suis avec vous. J'avais juste prévu ça, parce que pour l'amitié, etc. Je fais des signatures, j'apprends qu'à 2 tables de moi, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Michel Onfray, une imposture, ou quelque chose comme ça. C'est moi. C'est vous. Mais je ne vous demande pas de confirmer, hein, ni ça ni le reste. Donc je confirme. Non, mais de toute façon, ça va. Je voulais juste vous dire que on a le droit d'écrire des choses comme ça. Monsieur est éditeur, très bien. Moi, j'ai juste le droit de dire que je reprends un avion pour retrouver ma compagne et que la table ronde se fera avec ces messieurs, mais sans moi. Merci beaucoup.
sa place, il n'y en a pas. Je trouve inadmissible que vous soyez à cette table-là en ayant édité un bouquin sur ce... et que paru il y a très peu de temps, nous n'étions pas au courant, dit-on. Je finis mon propos. Voilà. Vous avez le droit d'écrire dans ce pays. Vous avez tout à fait le droit d'écrire. Le droit de m'exprimer. Mais vous avez parfaitement le droit de vous exprimer, mais vous avez surtout le droit de nous prévenir. Voilà. Et moi, je ne souhaite pas un débat contradictoire ici entre Monsieur Barrère et Monsieur Onfray. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, monsieur, je vais vous demander de nous laisser. Et je finis mon propos. Et je souhaite qu'Alain Légoni vienne à la table et participer à un débat avec Michel Onfray. Voilà. Non, je m'excuse. Je refuse. Je vais partir de là. Mais ici, vous êtes venu faire un coup. Ce que je vous propose, j'ai l'habitude de me faire insulter, je ne suis pas contre ça, ça fait partie de l'exercice de la démocratie. Donc simplement, 2 poids, 2 mesures. Et moi, je ne débat pas avec des gens qui estiment que je suis un imposteur. Qui remplit la salle? Eux ou moi? Donc je dis simplement que laissez-les faire leur débat contre moi, sans moi. Je souhaiterais qu'ils le puissent. Non, mais si. Je souhaiterais qu'ils puissent faire leur débat sans moi. On ne débat pas avec des imposteurs. Moi, je ne débat pas avec les gens qui me traitent de nazis, de fascistes, de pédophiles. J'ai droit à ça en permanence. Donc c'est normal. Ils sont rien, ils n'existent pas, ils pissent sur les trucs pour pouvoir exister. C'est normal, je connais la jalousie, l'envie, le ressentiment, c'est normal, ça fait partie du monde. Je dis simplement qu'ils fassent leur cinéma sans moi. Si on peut avoir 5 secondes de calme, si je pars, je voudrais au moins expliquer pourquoi. Là, ça va être clair, je vais vous laisser disserter entre personnes qui sont peut-être totalement d'accord à ça. Je vais d'abord expliquer pourquoi. Si je vais le faire. Si je le fais, c'est uniquement pour les gens qui l'ont invité, c'est tout. Voilà. Je considère que c'est un acte de censure. J'ai raison. C'est-à-dire un anti-historien parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup de leçons en histoire. Hein. Il prétend distribuer les bons et les mauvais points, surtout d'ailleurs aux personnes qui ont eu un rôle militant ou un rôle révolutionnaire important. Il prétend les juger. Il les passe au tribunal de son imagination. Et il fallait que ça cesse, parce qu'en fait ce qu'il fait lui, ce n'est pas de l'histoire, c'est du manichéisme en histoire, c'est-à-dire qu'il analyse à travers des images et des couples antithétiques du genre le soleil et l'ombre. Il analyse le phénomène et le processus historique, des processus historiques, des événements historiques, et à chaque fois il dit des choses qui sont fausses, ou bien ridicules, ou bien de complet contresens, comme par exemple quand il analyse la pensée et le rôle de Sartre comme crépusculaire face à un Camus qui serait solaire dans l'ordre libertaire. Ça ne correspond à rien au plan des faits historiques. Et alors pourquoi avoir choisi de vous attaquer à Michel Onfray, qui pourtant, on pourrait le penser, est plus proche de vos idées politiques? Bien écoutez, pourquoi Michel Onfray plutôt que d'autres philosophes? C'est que je pense qu'avec Michel Onfray... Pourquoi par exemple pas BHL, Alain Finkielkraut, d'autres philosophes médiatiques? Est-ce que, en vous payant la tête de Michel Onfray, vous avez voulu aussi vous faire un nom? Mais c'est sans doute ce que diront beaucoup de gens, mais ça m'importe peu. Moi, ce que j'ai voulu dénoncer avec lui, c'est une pensée, si vous voulez, de gauche, en apparence, mais de droite en réalité. Hein, et pour ce qui est des autres philosophes, on le savait déjà. Pour lui, je pense qu'on ne l'avait pas encore dit. Il fallait le dire, et je l'ai dit. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai lu ses ouvrages avec précision. Il y a plus de 320 notes dans mon livre. Et j'ai démontré en quoi, en fait, sa pensée était totalement contre-révolutionnaire, conservatrice, de part en part, du début à la fin. Mais si vous voulez aller plus loin dans la rédaction, vous pourrez citer l'auteur préféré de Michel Onfray, c'est-à-dire Friedrich Nietzsche,
qui a, concernant le courage, tenu les propos suivants dans sa préface de Ecce Homo. Je le cite. « L'erreur, c'est-à-dire la foi en l'idéal, ce n'est pas l'aveuglement. L'erreur, c'est la lâcheté. Toute conquête, chaque pas en avant dans le domaine de la connaissance a son origine dans le courage, dans la dureté à l'égard de soi-même, dans la netteté vis-à-vis de soi-même. Ainsi, on apprend que le courage est nécessaire à l'apprentissage et à la connaissance, et donc à la vérité. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? A contrario, la lâcheté est en rapport avec le mensonge, l'erreur et l'ignorance, mais également avec la mollesse et la confusion. C'est selon Nietzsche, c'est selon personne d'autre, c'est-à-dire selon son plus grand penseur. Comment se fait-il qu'il puisse décrire le président de l'UPR comme quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très rationnel, structuré, doté d'une mémoire importante, quelqu'un de cultivé, formé dans les meilleures écoles, puisse se transformer de but en blanc, en moins de 24 heures, en quelqu'un de sot, de détestable, qui est à la tête d'une secte, etc., etc. Comment est-ce possible ? La question qui se pose maintenant est la suivante. Que s'est-il passé dans la nuit ? Nous avons analysé cette volte-face spectaculaire qui va rentrer dans la légende politique française, légende politico-intellectuelle, et nous sommes arrivés à 3 possibilités. Premièrement, le déséquilibre psychotique. C'est possible, et c'est l'explication la moins humiliante pour son auteur, ma foi, pourquoi pas. Deuxièmement, la prise de drogue qui va changer la perception du penseur lors de ses premières déclarations, lui donner du courage qu'il n'a pas, comme le fait par exemple la cocaïne. Troisièmement, enfin, la couardise, la lâcheté, la pleutrerie de l'auteur de ce retournement de veste qui a entre-temps reçu quelques coups de fil qui lui ont intimé l'ordre de revenir sur le droit chemin. Dans tous les cas, tout ceci n'a rien à voir avec la philosophie et ses exigences et démontre à quel point, encore une fois, les élites françaises sont lamentables. Monsieur Michel Onfray est allé tellement loin dans l'immonde qu'il a dépassé les bêtises de BHL en explosant son record. Il mériterait d'ailleurs d'être entarté, comme ce dernier, par le terroriste de la tarte à la crème belge. Il serait d'ailleurs très intéressant que M. François Asselineau dépose plainte contre les accusations et diffamations de Michel Onfray, juste pour pouvoir l'écouter à la barre se défendre en se ridiculisant encore plus. Y'en a marre de vos compétitions, de vos notes, de vos mirages, de vos bons points, de vos guerres, de vos égos démesurés. Oui, les gens en ont marre d'être les carburants de leur propre esclavage. Ils commencent à comprendre qu'il suffit d'être pour exister et que le bonheur ne s'achète pas. Alors les artistes faiseurs d'opinion sortez donc du bois, car cultiver le silence sur le terreau de l'intolérance en ignorant les souffrances ne font de vous que de misérables soldats en marche vers une collaboration, multipliant les souffrances. Vous serez excusés de la colère populaire quand je nous sens vos œuvres et en quittant ce média milliardaire.